11 septembre 2001. Des terroristes, se proclamant guerriers de Dieu, attaquent les croisés d'Occident. Deux religions qui appellent à la paix, mais qui n'ont eu cesse de se faire la guerre tout au long de l'histoire. Des ères de confrontation et de collaboration. Des peuples et des empires qui se battent au nom de Dieu en cherchant à dominer le monde. Au XIXe siècle, le monde arabe est sous le contrôle de l'Europe. Mais les musulmans se battent pour leur liberté. Le Kaiser allemand Guillaume II souhaite tirer profit de la situation. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'allie au sultan turc. Ensemble, ils projettent de lancer un djihad contre les Britanniques et leurs autres ennemis. Une guerre sainte pour Allah et pour le Kaiser. Jérusalem, ville sacrée pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Un lieu vénéré et farouchement disputé depuis des siècles. Au Moyen-Âge, le contrôle de la ville sainte a donné lieu à de sanglantes batailles entre chrétiens et musulmans. Après les croisades, Jérusalem reste dans le giron de l'islam. Le 29 octobre 1898, la ville tout entière est en émoi. On attend la venue d'un éminent personnage. Pour la première fois en 670 ans, un monarque chrétien vient visiter Jérusalem. Il s'agit de l'empereur Guillaume II. Il n'est pas là en tant que croisé, mais en tant qu'ami du peuple musulman. L'empereur allemand est très populaire au Moyen-Orient. Contrairement aux Britanniques et aux Français, il n'a conquis aucun territoire du monde arabe. Il est à Jérusalem pour l'inauguration de l'église du Rédempteur. Également à la tête de l'église luthérienne de Prusse, c'est l'empereur en personne qui a demandé sa construction. Mais c'est le peuple musulman qui lui fait la plus forte impression. L'empereur tombe immédiatement sous le charme du monde arabe. Le Kaiser déclare que s'il n'était pas chrétien, il serait musulman. La visite de Guillaume II intervient dans un contexte politique tendu. À la fin du XIXe siècle, de nombreux musulmans souhaitent s'affranchir de la domination européenne. Les guerriers de Dieu défient la plus grande puissance de l'époque, l'Empire britannique. Au Soudan et en Égypte, sous contrôle britannique, une tragédie se joue. Une armée de fermiers et de bergers piètrement armés avance en laissant derrière elle une traînée de sang. En termes islamistes, la rébellion était avant tout présentée comme une humble révolte millénariste contre les infidèles européens. Les rebelles atteignent Khartoum, capitale du district et lieu de résidence du gouverneur du Nil supérieur. À leur tête, le charismatique Mohammed Ahmad. Les rebelles le suivent aveuglément. Ils pensent qu'il a été envoyé par Allah pour libérer le pays. Mohammed Ahmad de la province de Dongola prétendait être le Mahdi, soit celui qui montre le chemin, un prophète musulman censé apparaître à la fin des temps. Khartoum tombe aux mains des rebelles le 26 janvier 1885. C'est un traître qui ouvre les portes de la ville. Les défenseurs sont massacrés.
La guerre des Mahdistes constitue la première rébellion victorieuse contre une puissance coloniale en Afrique. Une révolte au nom d'Allah. Les autorités impériales britanniques voient la rébellion comme une grave menace. D'un point de vue stratégique, il ne faut pas oublier que l'Empire britannique compte plusieurs millions de musulmans parmi ses sujets. À la fin du 19e siècle, l'Empire britannique compte une centaine de millions de musulmans, soit un tiers de la population musulmane mondiale. C'est le plus grand empire qui ait jamais existé. Mais si la révolte des Mahdistes se propage, il sera en grand danger. Londres est bien décidé à faire un exemple. Mais il faut attendre 1898, 18 ans après le début du conflit, pour que l'armée impériale parvienne à stopper les rebelles. Nous sommes à Omdurman, au Soudan. Les Britanniques disposent d'une nouvelle arme dévastatrice, la mitrailleuse. En seulement 5 heures, 10 000 musulmans sont tués contre 50 Britanniques. Ce massacre met un terme à la révolte des guerriers de Dieu. L'Empire britannique a peut-être endigué la rébellion, mais ces événements montrent quelles forces peuvent être déployées au nom d'Allah. Les Britanniques sont impressionnés par le courage de l'armée mahdiste. Que se passerait-il si ces guerriers de Dieu avaient accès à des armes modernes ? Au début du XXe siècle, les Britanniques et les Français redoutent sérieusement le djihad. Ils savent que si les musulmans se rebellent, leur domination sur le monde arabe risque d'être menacée. Et cette peur se ressent clairement dans les médias de l'époque. Mais une autre menace se profile à l'horizon. Le Kaiser Guillaume II. Le Reich est devenu un puissant adversaire, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. En seulement 20 ans, l'industrie allemande réussit à dépasser l'industrie britannique. L'ambitieux empereur allemand tente même de défier les Britanniques sur leur propre terrain, la mer. Il ordonne la construction d'une flotte navale capable de se mesurer à la puissante Royal Navy. Bientôt, Guillaume II accroît encore les tensions. Dans sa course à l'influence et à la domination des marchés, le Kaiser décide de jouer une nouvelle carte, le monde musulman. Quelques semaines après la chute de Khartoum, tombée aux mains des rebelles, Guillaume II embarque pour un voyage spectaculaire. Il se rend chez le sultan de Constantinople. Abdulhamid II sait que les Européens, notamment les Britanniques et les Russes, n'attendent qu'une chose, se partager les miettes de son empire sur le déclin. Le puissant empereur allemand arrive à point nommé. C'est un partenaire digne de confiance parce qu'il ne cherche pas à conquérir de nouveaux territoires au Moyen-Orient. Pour le sultan et le peuple ottoman, la visite du Kaiser représente un grand honneur. Il a apporté plusieurs présents, dont un fusil moderne de fabrication allemande. Le nouveau fusil Mauser permet à un soldat expérimenté de tirer 15 cartouches par minute. Un cadeau symbolique, car le Kaiser souhaite former une alliance militaire avec le sultan. Depuis quelque temps, les militaires allemands aident l'armée ottomane à se moderniser.
überlasse ich euch. Le sultan est à la tête d'un gigantesque empire qui comprend les villes sacrées de Médine, la Mecque et Jérusalem. Mais un empire au bord de la faillite. En Europe, on parle de l'homme malade du Bosphore. Il n'y a pas que les gouvernements européens qui cherchent à profiter de la faiblesse de cette ancienne puissance mondiale. Le journaliste juif Theodor Herzl y voit lui aussi une opportunité. Herzl représente le mouvement sioniste dont l'ambition est d'établir un État juif en Palestine. Dans son livre « L'État des Juifs », il explique pourquoi le peuple juif cherche à retrouver sa patrie. Il suit l'empereur Guillaume II à travers le Moyen-Orient. Il espère que le monarque soutiendra son projet. Il se rend près de Jérusalem afin de le rencontrer. Herzl a de la chance. L'empereur accepte de lui accorder une audience. Herzl, setzen Sie sich. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Wem sagen Sie das? Le journaliste se plaint des discriminations et des persécutions dont souffre le peuple juif en Europe, où toute chance d'ascension sociale lui est refusée. Un État juif en Palestine permettrait à son peuple d'avoir la liberté dont il est actuellement privé. Guillaume II prête une oreille bienveillante aux rêves de Herzl. Mais il lui faudra du temps avant d'atteindre son objectif. Et ce ne sont ni les Allemands ni les Turcs qui l'y aideront. Herzl espère tirer profit de l'influence du Kaiser sur Abdulhamid II. Mais c'est le sultan qui a le dernier mot, pas Guillaume II. Et il choisit de ne pas soutenir le projet de Herzl. Pour le Kaiser, établir un État juif en Palestine n'est pas une priorité. Il décide d'apporter son soutien à Abdulhamid II. Il poursuit son voyage jusqu'à Damas. Lors d'une réception organisée dans le palais du gouverneur ottoman, Guillaume II tient des propos qui feront la une de la presse internationale. Le Kaiser assure au sultan qu'il sera toujours l'ami des 300 millions de musulmans éparpillés dans le monde. En manifestant l'intérêt de l'Allemagne pour le sort des musulmans, c'est comme si le Kaiser s'immisçait dans les affaires de ses rivaux coloniaux, à commencer par l'Angleterre et la France, ce qui n'a fait qu'alimenter leurs craintes et leurs inquiétudes. La spectaculaire ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad vient incarner la présence allemande au Moyen-Orient. Pour la presse allemande, la construction de cette voie ferrée dans l'Empire ottoman est un événement planétaire. Longue de 1600 km, elle traverse les montagnes et les déserts arides. Il s'agit du plus gros investissement à l'étranger de l'Empire allemand. Les revenus générés par les transports ferroviaires et les forages pétroliers à 20 km de part et d'autre de la ligne reviendront aux bailleurs de fonds, et ce, pendant les 99 prochaines années. La ligne relie Constantinople à Bagdad. Une seconde ligne part en direction du sud via Damas jusqu'à Médine. Mais Londres craint que ces lignes ne servent un jour à acheminer des armes allemandes jusqu'à la frontière égyptienne. La principale artère de l'Empire britannique, le canal de Suez, est située en Égypte sous le contrôle anglais. C'est un point stratégique pour les liaisons avec l'Inde.
Au Caire, pendant ces années d'intense rivalité germano-britannique, un homme originaire de Cologne, d'à peine 40 ans, devient le sujet de toutes les conversations. Il s'agit de Max von Oppenheim. Héritier d'une célèbre dynastie de banquiers, il est à l'abri du besoin et peut donc se consacrer entièrement à sa passion, la culture orientale. Il possède une maison dans le vieux Caire et parle couramment l'arabe. Ce juif converti au catholicisme aime assouvir ses fantasmes érotiques grâce à des mariages temporaires avec de jeunes égyptiennes. Une pratique autorisée par la loi islamique. Ah, Abdullah. Schon zurück? Oppenheim a demandé à son servant de lui trouver une femme à son goût pour partager sa couche. La jeune femme ne sera pas la seule. Dans ses mémoires, Oppenheim se vante de n'avoir été rejeté par aucune de ses épouses temporaires, même si elles en avaient le droit. Il affirme qu'il n'y a pas meilleur endroit pour apprendre l'arabe que sur l'oreiller. Der Name ist gut gewählt. Mais cet amoureux du Moyen-Orient est également un patriote allemand. Il décide de mettre ses connaissances approfondies du monde arabe au service de son gouvernement. En 1896, Oppenheim occupe le poste d'observateur permanent du monde islamique à l'ambassade allemande du Caire. Oppenheim collecte des informations sur la résistance égyptienne contre l'occupation britannique. Il envoie régulièrement des rapports à Berlin. Les Anglais du Caire l'appellent bientôt l'espion du Kaiser. Was schert es uns? Les empires britanniques et allemands s'affrontent également sur le terrain scientifique. Oppenheim se lance dans la course aux découvertes archéologiques et met au jour les vestiges d'un palais vieux de 3000 ans qu'il trouve par pur hasard. En 1912, Oppenheim rend visite à un groupe d'archéologues britanniques qui travaillent sur des fouilles à quelques jours du Caire. Jusqu'alors, les Allemands ne pouvaient qu'interpréter les découvertes des autres. Mais là, ils sont sur place, dans le désert, en compétition avec les Britanniques. Oppenheim rencontre un talentueux archéologue du nom de Thomas Edward Lawrence. À 21 ans, ce jeune homme efflanqué, tout droit sorti d'Oxford, a décidé de partir pour le Moyen-Orient. Il partage la passion d'Oppenheim pour le monde arabe. Les deux hommes font connaissance. C'est avec une touche d'ironie que Lawrence dépeindra plus tard sa rencontre avec le baron de Cologne, de 30 ans son aîné. Néanmoins, il respecte cet homme, avec qui il a de nombreux points communs. Ils sont tous deux archéologues et auteurs d'un livre remarquable sur les Bédouins. Ils partagent la même passion pour l'Orient et ont choisi des carrières qui leur permettent de vivre en Arabie. Les deux hommes ne savent pas qu'ils seront bientôt ennemis et qu'ils tenteront tous deux de remporter la guerre au Moyen-Orient pour leurs nations respectives. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Allemagne est isolée du reste de l'Europe. La France, le Royaume-Uni et la Russie forment une alliance contre l'Empire allemand. Malgré tout, Guillaume II reste confiant. Il prononce un long discours pour galvaniser son peuple. L'ennemi nous a attaqués en temps de paix. Nous devons prendre les armes. La moindre indécision ou hésitation serait une trahison envers la patrie. Les Allemands mettent au point le plan Schlieffen.
destiné à éliminer la France rapidement, afin de pouvoir se concentrer ensuite sur la Russie. Mais au bout de quelques semaines seulement, l'avancée des Allemands est stoppée net lors de la bataille de la Marne. Commence alors une guerre de tranchées. Même les membres les plus optimistes du commandement suprême de l'armée comprennent que cette guerre sera longue et qu'elle risque d'épuiser les ressources du pays. Mais le Kaiser est convaincu qu'il lui reste un atout à jouer. Pour Guillaume II, les Anglais sont un peuple de commerçants sans scrupules. Il veut pousser les musulmans à se rebeller contre eux. Les Allemands ne sont pas préparés à mener une guerre sur les deux fronts sur lesquels ils sont engagés. Ils pensent qu'en ouvrant un troisième front au Moyen-Orient, ils pourront compter sur le soutien de millions de musulmans et ainsi remporter la guerre. Max von Oppenheim partage l'avis du Kaiser. Travaillant directement pour l'Office des Affaires étrangères à Berlin, il met au point une stratégie basée sur ses convictions de longue date. Il écrit « En premier lieu, il convient de réfléchir aux moyens de consolider les forces musulmanes et de les exploiter pour assurer notre défense. » Compte tenu de la perfidie de nos ennemis, nous sommes en droit de recourir à tous les moyens dont nous disposons. Oppenheim pense que si les musulmans se soulèvent dans les colonies, l'Angleterre et la France seront obligées de redéployer les troupes qui se trouvent sur les fronts européens. L'intervention des musulmans dans la guerre actuelle serait un coup terrible pour l'Angleterre. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce coup lui soit fatal. Le mémoire d'Oppenheim, Apporter la révolution dans les colonies musulmanes de nos ennemis, parle du soulèvement de l'ensemble du monde musulman. Si le sultan de Constantinople proclame le djihad, la guerre sainte, les musulmans du monde entier le suivront, de l'Inde jusqu'au Maroc. Ils pourront assassiner les politiciens ennemis, faire rentrer clandestinement des armes en Inde, mettre le feu aux champs pétrolifères de Bakou, en Azerbaïdjan, ou poser des mines dans le canal de Suez. Oppenheim sait qu'une guerre sainte sera très coûteuse. Ses écrits sont transmis au Kaiser en octobre 1914. Oppenheim reçoit l'ordre de créer une agence chargée de mener la guerre sainte depuis Berlin. Pour que le plan fonctionne, l'Allemagne a besoin de la coopération de la Turquie. Or, à Constantinople, les généraux de l'armée prennent le pouvoir grâce à un coup d'État. À leur tête, Enver Pacha, 33 ans. Le sultan, Mehmed V, n'est qu'une marionnette politique. En novembre 1914, Enver Pacha annonce officiellement son alliance avec l'Allemagne. Le même jour, le sultan proclame le djihad. Pour Berlin, c'est une première victoire. Oppenheim annonce que le sultan a proclamé le djihad. Le dirigeant ottoman a ordonné à ses hommes d'attaquer leurs ennemis comme des lions, en priant pour qu'Allah guide leurs lames et que l'Angleterre soit damnée. Le djihad de 1914
et parfois surnommé le djihad made in Germany. La loi islamique doit s'adapter aux demandes de l'Empire allemand. Ce qui rend ce djihad si spécial, c'est le fait qu'il soit contrôlé à distance. Unsere Aktivitäten sind mittlerweile weltumspannend. Les Allemands mettent tout en œuvre pour déclencher une révolte musulmane mondiale. Wir haben eine Expedition nach Afghanistan. Une expédition pour l'Afghanistan est organisée afin de convaincre le dirigeant musulman du pays de partir en guerre contre l'Inde britannique. L'insurrection musulmane, selon Oppenheim, a une dimension mondiale. La Feldpolitik de l'Allemagne prévoit un soulèvement contre les Britanniques dans l'Hindoukouche. Le deuxième axe de la stratégie, c'est l'Inde. On souhaite que les musulmans du pays se rebellent contre leurs colons. Mais l'Inde est sous contrôle britannique et les musulmans sont très minoritaires. Des agents allemands se rendent sur place afin d'encourager les dirigeants afghans à partir en guerre contre l'Inde britannique. On fomente des plans pour bloquer le canal de Suez en sabordant un navire marchand. Des sous-marins allemands fournissent des armes et des munitions aux Sanoussis, des rebelles libyens. La Perse fait également partie de la stratégie allemande. Pour commencer, il s'agit d'une importante source de pétrole, matière première indispensable aux pays industriels. Lors de la Première Guerre mondiale, la plupart des navires britanniques fonctionnent déjà à l'essence. L'Angleterre prend donc le contrôle du sud de la Perse. L'oléoduc de l'Anglo-Persian Oil Company s'étend sur des centaines de kilomètres à travers le désert. Pour les saboteurs, c'est une cible de choix. Une bande hétéroclite composée d'officiers allemands, de soldats turcs et d'autochtones opposés aux jougs britanniques font sauter un tronçon d'oléoduc de 20 km de long. Les Britanniques estiment les pertes à 300 millions de litres de pétrole. En 1915, l'agence berlinoise, chargée de superviser le djihad, compte plus d'une soixantaine de personnes, notamment des musulmans du monde entier. Ils composent des pamphlets visant à encourager le soulèvement du monde arabe. Sehr gut. Oppenheim publie même un document intitulé Djihad, dans lequel il livre sa propre interprétation de la guerre sainte. La conception d'Oppenheim, relayée par l'Office des Affaires étrangères allemand, est celle d'une guerre sainte contre les membres de la Triple Entente et leurs colonies, qui ciblent essentiellement les populations civiles. Il s'agit d'une toute nouvelle interprétation du djihad classique. Oppenheim veut que les prisonniers de guerre musulmans soient entraînés à commettre des actes de terrorisme et de sabotage sur les installations civiles. Il les fait interner dans un camp près de Berlin. Il y installe une mosquée et compte sur les imams ottomans pour les endoctriner. Mais il est impossible de déclencher une guerre sainte en restant à Berlin. Oppenheim se rend à Constantinople afin de rencontrer un homme extrêmement influent dans le monde arabe. Il jouera un rôle clé dans son plan. Il s'agit de Faisal, le fils du shérif de la Mecque. Faisal est l'héritier de l'une des familles les plus respectées d'Arabie.
Ils règnent sur les villes saintes de la Mecque et Médine et ont une influence considérable sur le monde musulman. Oppenheim espère que les Indiens et les Égyptiens se soulèveront contre les Anglais. Il souhaite que le fils du shérif soutienne l'appel au djihad du sultan ottoman. Les frères musulmans de Faisal s'empresseraient de prendre les armes. Faisal refuse d'envoyer des musulmans uniquement munis d'épées se mesurer aux mitrailleuses britanniques. Les pertes seraient terribles. Il demande à Oppenheim de lui apporter un soutien financier et de lui fournir des armes modernes. Mais Oppenheim ignore que la puissante famille de la Mecque joue un double jeu. Le père de Faisal, le shérif Hussein, est en contact avec les Anglais. Oppenheim suggère de lui faire parvenir des armes d'Allemagne par voie ferrée. Le shérif Hussein, qui prétend être un descendant direct de Mahomet, rêve secrètement de rétablir le royaume du prophète à la Mecque. Il pactise dans l'ombre avec les officiels britanniques d'Égypte. Depuis le début de la guerre, les services secrets britanniques du Caire comptent un nouveau membre. Une vieille connaissance d'Oppenheim, Thomas Edward Lawrence. Dans une lettre, Londres promet au shérif Hussein que le Royaume-Uni reconnaîtra l'indépendance de l'Arabie. C'est une promesse faite sous la pression de la guerre. Les Anglais ont besoin d'alliés pour les aider à lutter contre les Turcs. Les membres de leur bureau arabe du Caire en sont bien conscients. Mais sont-ils vraiment prêts à renoncer au territoire pris aux Turcs? Rien n'est moins sûr. Lawrence reçoit l'ordre d'aller parlementer avec les rebelles arabes. Lui et Oppenheim sont maintenant en rivalité directe dans la lutte pour le futur de l'Arabie. Et il part les poches pleines d'argent. Le plan des Anglais fonctionne. À l'été 1916, séduit par ses promesses d'indépendance, Hussein se retourne officiellement contre le sultan de Constantinople. Des guerriers arabes massacrent la garnison turque de la Mecque, mais n'entreprennent aucune autre manœuvre militaire. Hussein et son fils Faisal souhaitent unifier les régions arabes de l'Empire ottoman. Ils veulent également chasser les Turcs qu'ils considèrent depuis longtemps comme des dirigeants étrangers. Lawrence est envoyé dans la péninsule arabique afin d'entrer en contact avec les forces rebelles et de relancer la révolte avec l'aide de Faisal. C'est le début d'une carrière qui le rendra célèbre dans le monde entier. Dans le désert, il rencontre un homme qui, 1 an auparavant, avait coopéré avec Oppenheim. Lawrence a pour mission de rallier les Cheikhs à sa cause en proposant un partenariat plus attractif que celui d'Oppenheim. Londres lui a donné carte blanche. Il leur propose des armes, des informations stratégiques et de l'argent. Faisal réclame 200 000 livres sterling par mois jusqu'à la fin de la guerre. Une somme non négligeable pour une nation déjà saignée à blanc par une guerre très coûteuse. Mais les Britanniques sont bel et bien décidés à financer la révolte arabe. 200 000 livres sterling par mois pour mobiliser Faisal et ses guerriers bédouins contre les Turcs et les Allemands. Et ça n'a pas de prix. En temps de crise, la religion passe après les autres intérêts. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale.
Les élites arabes se souciaient plus de leur indépendance, donc de politique, que du salut de leur âme. La liberté et l'argent sont plus importants que la guerre sainte du Kaiser. Les Arabes partiront bien en guerre, mais aux côtés des Britanniques contre les Turcs et les Allemands. Lawrence sait qu'en bataille rangée, ces Bédouins n'ont aucune chance face aux Turcs. Seule la guérilla sera capable de tirer le meilleur parti de leur qualité. Le point faible de la défense turque, c'est la ligne de chemin de fer construite par les Allemands. C'est une cible idéale. Les Bédouins, habitués au désert, sont capables de surgir de nulle part, d'attaquer avant de disparaître à nouveau dans le lointain. Lawrence perfectionne ses tactiques d'attaque éclair visant à couper les approvisionnements turcs. Fin 1916, les Ottomans battent en retraite. Une expédition britannique part d'Égypte en direction du nord. En décembre 1917, les Anglais atteignent Jérusalem. Les troupes du sultan et leur commandant en chef allemand abandonnent la cité sans résister. Le 9 décembre, les vainqueurs paradent dans les rues de la ville sainte. Lawrence célèbre lui aussi la victoire sur les Turcs et les Allemands. Mais il sait depuis longtemps que la joie des Arabes sera de courte durée. Il sait que leur rêve d'indépendance ne se réalisera pas. Les Allemands ont trop peu d'argent, de soldats et d'hommes compétents pour mener à bien leur stratégie. Pour les Anglais, c'est tout à fait différent. Ils disposent de ressources financières apparemment inépuisables et ne voient aucun problème à promettre l'indépendance aux Arabes sans avoir la moindre intention d'honorer leur engagement. Oppenheim est forcé d'admettre son échec. Il pensait avoir donné aux Arabes une bonne raison de se battre. Mais il réalise que la stratégie des Anglais était bien plus rusée. Certains espèrent encore la victoire. Mais Oppenheim comprend qu'il a perdu la guerre sur le champ de bataille. Le djihad made in Germany n'était qu'une utopie. L'Allemagne a perdu. La partie est terminée. La guerre sainte de l'Empire allemand, la stratégie du djihad, est un échec total. Ces soi-disant idées anticolonialistes n'étaient absolument pas crédibles. L'idée même d'un djihad mené par une puissance chrétienne n'était absolument pas crédible. En novembre 1918, la guerre la plus meurtrière que le monde ait alors jamais connue est finie. À Londres et à Paris, on célèbre la défaite allemande. Le Kaiser est forcé d'abdiquer. La révolte musulmane qu'il avait tant espérée n'est jamais arrivée. Les vainqueurs se réunissent à Versailles afin d'établir un nouvel ordre mondial. Le sort de l'Allemagne et du Moyen-Orient est à l'ordre du jour. Mais les promesses faites pendant la guerre sont vite oubliées. Les Arabes n'ont plus voix au chapitre. En tant que conseiller de Faisal, Lawrence tente d'influencer les négociations, mais en vain. En 1916, la France et le Royaume-Uni avaient secrètement convenu d'un découpage de l'Empire ottoman.
Dans la tradition des puissances coloniales, il dessine de nouveaux pays d'un coup de crayon. Les actuels Liban et Syrie sont placés sous contrôle français. L'Irak, la Transjordanie et la Palestine sous contrôle britannique. Ce serait un Anglais et un Français complètement ivres sous une tente qui auraient redessiné les frontières du Moyen-Orient en traçant des lignes au hasard avec une règle. Ce n'est qu'une anecdote, mais il y a sans doute un fond de vérité là-dedans, parce que cette nouvelle carte a eu des implications majeures. Des tribus et des ethnies se sont retrouvées séparées. Les divisions géographiques ont été faites sans aucune logique. Encore aujourd'hui, ce découpage rend la vie au Moyen-Orient extrêmement compliquée. Faisal rêvait d'un royaume arabe unifié, mais en vain. Après la guerre, à Damas, il s'autoproclame roi de Syrie. Mais il est chassé par les Français. Puis, avec l'accord du Royaume-Uni, il s'empare du trône irakien dans les années 1920. Il meurt en 1933. Thomas Edward Lawrence, profondément déçu par les événements qui ont suivi la Première Guerre mondiale, refuse tout honneur, promotion et médaille, et préfère coucher sur le papier sa version de la révolte arabe. Son livre, Les 7 piliers de la sagesse, le rend célèbre dans le monde entier. Mais l'auteur mène une vie de reclus dans le sud de l'Angleterre. Lawrence d'Arabie périt dans un accident de moto à l'âge de 47 ans. Max von Oppenheim survit à ses adversaires britanniques pendant plusieurs années. L'homme qui a imaginé le djihad made in Germany rêvait d'une alliance germano-islamique, mais aveuglé par son patriotisme, il s'est laissé rattraper par la réalité. Oppenheim ouvre un musée à Berlin où il expose ses découvertes archéologiques. Il en fait même la publicité à l'écran. Grâce à ses relations, ce descendant d'une riche famille juive est épargné par l'Allemagne nazie. Il meurt en 1946. Max von Oppenheim et Thomas Edward Lawrence étaient tous les deux des patriotes et des impérialistes convaincus. Les Anglais comme les Allemands ont abusé du peuple arabe à des fins politiques. Même si les puissances coloniales se retirent du Moyen-Orient dans les années 1930 et 1940, le rêve d'une Arabie unifiée demeure inassouvi. C'est la vision d'un autre acteur clé qui devient réalité. Après la Première Guerre mondiale, le rêve d'un État juif de Theodor Herzl commence à prendre forme. La Palestine est placée sous mandat britannique. Le Royaume-Uni accepte de soutenir le projet d'un État juif dans lequel les droits des non-juifs seraient respectés. Une tâche extrêmement difficile. Les Britanniques et les Juifs se heurtent à l'opposition de la population arabe. Les autorités britanniques arrêtent les chefs des mouvements d'indépendance arabes. La vision d'une coexistence pacifique entre Juifs et Arabes en Palestine est étouffée dans l'œuf. Au milieu des années 1930, les troubles débouchent sur une guerre civile. Les Britanniques sont pris entre deux feux. Des milices juives et arabes s'affrontent. 5000 Arabes, 400 Juifs et 200 Britanniques périssent. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux survivants de l'Holocauste se rendent en Palestine. Les Britanniques se retirent du pays et le 14 mai 1948, Ben Gourion déclare l'indépendance de l'État d'Israël.
le jeune pays doit lutter pour sa survie. L'exode massif et l'expulsion de nombreux Palestiniens, ainsi que l'hostilité de beaucoup de pays musulmans, sont une source permanente de conflits. Aujourd'hui, la ville sainte de Jérusalem est au cœur d'un conflit englobant de nombreux problèmes d'ordre politique, économique et religieux. Un baril de poudre sur le devant de la scène internationale qui menace d'exploser à tout moment. Herzl espère tirer profit de l'influence du Kaiser sur Abdulhamid II. Mais c'est le sultan qui a le dernier mot, pas Guillaume II. Et il choisit de ne pas soutenir le projet de Herzl. Pour le Kaiser, établir un État juif en Palestine n'est pas une priorité. Il décide d'apporter son soutien à Abdulhamid II. Il poursuit son voyage jusqu'à Damas. Lors d'une réception organisée dans le palais du gouverneur ottoman, Guillaume II tient des propos qui feront la une de la presse internationale. Le Kaiser assure au sultan qu'il sera toujours l'ami des 300 millions de musulmans éparpillés dans le monde. En manifestant l'intérêt de l'Allemagne pour le sort des musulmans, c'est comme si le Kaiser s'immisçait dans les affaires de ses rivaux coloniaux, à commencer par l'Angleterre et la France, ce qui n'a fait qu'alimenter leurs craintes et leurs inquiétudes. La spectaculaire ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad vient incarner la présence allemande au Moyen-Orient. Pour la presse allemande, la construction de cette voie ferrée dans l'Empire ottoman est un événement planétaire. Longue de 1600 km, elle traverse les montagnes et les déserts arides. Il s'agit du plus gros investissement à l'étranger de l'Empire allemand. Les revenus générés par les transports ferroviaires et les forages pétroliers à 20 km de part et d'autre de la ligne reviendront aux bailleurs de fonds, et ce, pendant les 99 prochaines années. La ligne relie Constantinople à Bagdad. Une seconde ligne part en direction du sud via Damas jusqu'à Médine. Mais Londres craint que ces lignes ne servent un jour à acheminer des armes allemandes jusqu'à la frontière égyptienne. La principale artère de l'Empire britannique, le canal de Suez, est située en Égypte sous le contrôle anglais. C'est un point stratégique pour les liaisons avec l'Inde. Au Caire, pendant ces années d'intense rivalité germano-britannique, un homme originaire de Cologne, d'à peine 40 ans, devient le sujet de toutes les conversations. Il s'agit de Max von Oppenheim. Héritier d'une célèbre dynastie de banquiers, il est à l'abri du besoin et peut donc se consacrer entièrement à sa passion, la culture orientale. Il possède une maison dans le vieux Caire et parle couramment l'arabe. Ce juif converti au catholicisme aime assouvir ses fantasmes érotiques grâce à des mariages temporaires avec de jeunes égyptiennes. Une pratique autorisée par la loi islamique.
Oppenheim a demandé à son servant de lui trouver une femme à son goût pour partager sa couche. La jeune femme ne sera pas la seule. 11 septembre 2001. Des terroristes, se proclamant guerriers de Dieu, attaquent les croisés d'Occident. Deux religions qui appellent à la paix, mais qui n'ont eu cesse de se faire la guerre tout au long de l'histoire. Des ères de confrontation et de collaboration. Des peuples et des empires qui se battent au nom de Dieu en cherchant à dominer le monde. Au XIXe siècle, le monde arabe est sous le contrôle de l'Europe. Mais les musulmans se battent pour leur liberté. Le Kaiser allemand Guillaume II souhaite tirer profit de la situation. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'allie au sultan turc. Ensemble, ils projettent de lancer un djihad contre les Britanniques et leurs autres ennemis. Une guerre sainte pour Allah et pour le Kaiser. Jérusalem, ville sacrée pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Un lieu vénéré et farouchement disputé depuis des siècles. Au Moyen-Âge, le contrôle de la ville sainte a donné lieu à de sanglantes batailles entre chrétiens et musulmans. Après les croisades, Jérusalem reste dans le giron de l'islam. Le 29 octobre 1898, la ville tout entière est en émoi. On attend la venue d'un éminent personnage. Pour la première fois en 670 ans, un monarque chrétien vient visiter Jérusalem. Il s'agit de l'empereur Guillaume II. Il n'est pas là en tant que croisé, mais en tant qu'ami du peuple musulman. L'empereur allemand est très populaire au Moyen-Orient. Contrairement aux Britanniques et aux Français, il n'a conquis aucun territoire du monde arabe. Il est à Jérusalem pour l'inauguration de l'église du Rédempteur. Également à la tête de l'église luthérienne de Prusse, c'est l'empereur en personne qui a demandé sa construction. Mais c'est le peuple musulman qui lui fait la plus forte impression. L'empereur tombe immédiatement sous le charme du monde arabe. Le Kaiser déclare que s'il n'était pas chrétien, il serait musulman. La visite de Guillaume II intervient dans un contexte politique tendu. À la fin du XIXe siècle, de nombreux musulmans souhaitent s'affranchir de la domination européenne. Les guerriers de Dieu défient la plus grande puissance de l'époque, l'Empire britannique. Au Soudan et en Égypte, sous contrôle britannique, une tragédie se joue. Une armée de fermiers et de bergers piètrement armés avance en laissant derrière elle une traînée de sang. Au terrain, la mer. Il ordonne la construction d'une flotte navale capable de se mesurer à la puissante Royal Navy. Bientôt, Guillaume II accroît encore les tensions. Dans sa course à l'influence et à la domination des marchés, le Kaiser décide de jouer une nouvelle carte, le monde musulman. Quelques semaines après la chute de Khartoum, tombée aux mains des rebelles, Guillaume II embarque pour un voyage spectaculaire. Il se rend chez le sultan de Constantinople.
Abdulhamid II sait que les Européens, notamment les Britanniques et les Russes, n'attendent qu'une chose, se partager les miettes de son empire sur le déclin. Le puissant empereur allemand arrive à point nommé. C'est un partenaire digne de confiance parce qu'il ne cherche pas à conquérir de nouveaux territoires au Moyen-Orient. Pour le sultan et le peuple ottoman, la visite du Kaiser représente un grand honneur. Il a apporté plusieurs présents, dont un fusil moderne de fabrication allemande. Le nouveau fusil Mauser permet à un soldat expérimenté de tirer 15 cartouches par minute. Un cadeau symbolique, car le Kaiser souhaite former une alliance militaire avec le sultan. Depuis quelque temps, les militaires allemands aident l'armée ottomane à se moderniser. Le sultan est à la tête d'un gigantesque empire qui comprend les villes sacrées de Médine, la Mecque et Jérusalem. Mais un empire au bord de la faillite. En Europe, on parle de l'homme malade du Bosphore. Il n'y a pas que les gouvernements européens qui cherchent à profiter de la faiblesse de cette ancienne puissance mondiale. Le journaliste juif Theodor Herzl y voit lui aussi une opportunité. Herzl représente le mouvement sioniste dont l'ambition est d'établir un État juif en Palestine. Dans son livre « L'État des Juifs », il explique pourquoi le peuple juif cherche à retrouver sa patrie. Il suit l'empereur Guillaume II à travers le Moyen-Orient. Il espère que le monarque soutiendra son projet. Il se rend près de Jérusalem afin de le rencontrer. Herzl a de la chance. L'empereur accepte de lui accorder une audience. Herzl, setzen Sie sich. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Wem sagen Sie das? Le journaliste se plaint des discriminations et des persécutions dont souffre le peuple juif en Europe, où toute chance d'ascension sociale lui est refusée. Un État juif en Palestine permettrait à son peuple d'avoir la liberté dont il est actuellement privé. Guillaume II prête une oreille bienveillante aux rêves de Herzl. Mais il lui faudra du temps avant d'atteindre son objectif. Et ce ne sont ni les Allemands ni les Turcs qui l'y aideront. En termes islamistes, la rébellion était avant tout présentée comme une humble révolte millénariste contre les infidèles européens. Les rebelles atteignent Khartoum, capitale du district et lieu de résidence du gouverneur du Nil supérieur. À leur tête, le charismatique Mohammed Ahmad. Les rebelles le suivent aveuglément. Ils pensent qu'il a été envoyé par Allah pour libérer le pays. Mohammed Ahmad de la province de Dongola prétendait être le Mahdi, soit celui qui montre le chemin, un prophète musulman censé apparaître à la fin des temps. Khartoum tombe aux mains des rebelles le 26 janvier 1885. C'est un traître qui ouvre les portes de la ville. Les défenseurs sont massacrés. La guerre des Mahdistes constitue la première rébellion victorieuse contre une puissance coloniale en Afrique. Une révolte au nom d'Allah. Les autorités impériales britanniques voient la rébellion comme une grave menace. D'un point de vue stratégique, il ne faut pas oublier que l'Empire britannique compte plusieurs millions de musulmans parmi ses sujets. À la fin du 19e siècle, l'Empire britannique compte une centaine de millions de musulmans, soit un tiers de la population musulmane mondiale.
C'est le plus grand empire qui ait jamais existé. Mais si la révolte des Mahdistes se propage, il sera en grand danger. Londres est bien décidé à faire un exemple. Mais il faut attendre 1898, 18 ans après le début du conflit, pour que l'armée impériale parvienne à stopper les rebelles. Nous sommes à Omdurman, au Soudan. Les Britanniques disposent d'une nouvelle arme dévastatrice, la mitrailleuse. En seulement 5 heures, 10 000 musulmans sont tués contre 50 Britanniques. Ce massacre met un terme à la révolte des guerriers de Dieu. L'Empire britannique a peut-être endigué la rébellion, mais ces événements montrent quelles forces peuvent être déployées au nom d'Allah. Les Britanniques sont impressionnés par le courage de l'armée mahdiste. Que se passerait-il si ces guerriers de Dieu avaient accès à des armes modernes ? Au début du XXe siècle, les Britanniques et les Français redoutent sérieusement le djihad. Ils savent que si les musulmans se rebellent, leur domination sur le monde arabe risque d'être menacée. Et cette peur se ressent clairement dans les médias de l'époque. Mais une autre menace se profile à l'horizon. Le Kaiser Guillaume II. Le Reich est devenu un puissant adversaire, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. En seulement 20 ans, l'industrie allemande réussit à dépasser l'industrie britannique. L'ambitieux empereur allemand tente même de défier les Britanniques sur leur propre. Dans ses mémoires, Oppenheim se vante de n'avoir été rejeté par aucune de ses épouses temporaires, même si elles en avaient le droit. Il affirme qu'il n'y a pas meilleur endroit pour apprendre l'arabe que sur l'oreiller. Mais cet amoureux du Moyen-Orient est également un patriote allemand. Il décide de mettre ses connaissances approfondies du monde arabe au service de son gouvernement. En 1896, Oppenheim occupe le poste d'observateur permanent du monde islamique à l'ambassade allemande du Caire. Oppenheim collecte des informations sur la résistance égyptienne contre l'occupation britannique. Il envoie régulièrement des rapports à Berlin. Les Anglais du Caire l'appellent bientôt l'espion du Kaiser. Les empires britanniques et allemands s'affrontent également sur le terrain scientifique. Oppenheim se lance dans la course aux découvertes archéologiques et met au jour les vestiges d'un palais vieux de 3000 ans qu'il trouve par pur hasard. En 1912, Oppenheim rend visite à un groupe d'archéologues britanniques qui travaillent sur des fouilles à quelques jours du Caire. Jusqu'alors, les Allemands ne pouvaient qu'interpréter les découvertes des autres. Mais là, ils sont sur place, dans le désert, en compétition avec les Britanniques. Oppenheim rencontre un talentueux archéologue du nom de Thomas Edward Lawrence. À 21 ans, ce jeune homme efflanqué, tout droit sorti d'Oxford, a décidé de partir pour le Moyen-Orient. Il partage la passion d'Oppenheim pour le monde arabe. Les deux hommes font connaissance.
C'est avec une touche d'ironie que Lawrence dépeindra plus tard sa rencontre avec le baron de Cologne, de 30 ans son aîné. Néanmoins, il respecte cet homme, avec qui il a de nombreux points communs. Ils sont tous deux archéologues et auteurs d'un livre remarquable sur les Bédouins. Ils partagent la même passion pour l'Orient et ont choisi des carrières qui leur permettent de vivre en Arabie. Les deux hommes ne savent pas qu'ils seront bientôt ennemis et qu'ils tenteront tous deux de remporter la guerre au Moyen-Orient pour leurs nations respectives. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Allemagne est isolée du reste de l'Europe. La France, le Royaume-Uni et la Russie forment une alliance contre l'Empire allemand. Malgré tout, Guillaume II reste confiant. Il prononce un long discours pour galvaniser son peuple. L'ennemi nous a attaqués en temps de paix. Nous devons prendre les armes. La moindre indécision ou hésitation serait une trahison envers la patrie. Les Allemands mettent au point le plan Schlieffen, destiné à éliminer la France rapidement, afin de pouvoir se concentrer ensuite sur la Russie.